Donc, quelques mots sur la société dans laquelle je travaille. On m'en voudrait si je le fais pas, si je le faisais pas. Donc, on est une start-up créée en 2013. On est dans l'IoT wearable à travers de semelles connectées. En fait, des semelles qui sont intelligentes et autonomes, donc avec GPS, GSM, des choses comme ça à l'intérieur. Aujourd'hui, on fait le hardware, software et l'embarqué. Donc, l'embarqué niveau électronique et on fait le software aussi, software API, API front, back-end. Notre cas d'usage aujourd'hui, c'est la protection de travailleurs isolés. Donc ça veut dire sur un chantier, imaginons des positions à risque, on est amené à relever des alertes sur des cas qui peuvent être dangereux. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Donc je reviens sur la méthodologie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont déployées en mode SaaS, comme on l'a dit plusieurs fois avant. Et il y a une plateforme, il y a quelques années, Heroku. Est-ce que vous connaissez Heroku? Est-ce que vous l'avez utilisé? Wow, pas mal. Et donc, il y a quelques années, Heroku, c'était essentiellement dans le monde Ruby. Aujourd'hui, il y a pas mal de langages qui sont supportés. Et il y a eu beaucoup d'applications, il y a toujours beaucoup d'applications qui sont déployées sur Heroku, des millions. Et les ingénieurs, en fait, ont eu un retour d'expérience sur l'ensemble des applications qui étaient déployées. Et ça leur a permis vraiment déjà d'observer, d'acquérir de la connaissance et de sortir un manifeste pour créer des applications afin qu'elles soient déployées facilement sur ces plateformes, sur ces PaaS. Donc on met le focus sur la portabilité, la scalabilité, et voilà, pour que les applications soient cloud ready, comme on dit. Aujourd'hui, cette méthodologie on peut la voir sous la forme d'une checklist qu'on va dérouler lorsqu'on crée l'application. Donc les TOEFL Talks, c'est ça. Donc, on les verra les uns après les autres par la suite. Donc Codebase, on va parler des dépendances d'une application, de la configuration, comment est-ce qu'on la définit, les services externes, les différentes étapes de build, release, run, les processus qui font partie de l'application. On verra les associations de ports, la concurrence des processus, le fait que l'application doit être vue comme, donc les processus doivent être vus comme jetables. On parlera de la parité des environnements. On verra comment on nous recommande de gérer les logs, et enfin des processus d'administration. Donc ouais, bon là ça peut être un petit peu long de faire 12 points pour cette présentation. On va essayer d'alléger un petit peu ça, et on va la faire avec un fil conducteur, une petite application, Node.js, en fait Sales.js. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Sales, c'est un truc que j'aime bien, qui marche très bien. C'est un peu ce que Sales c'est pour Node, ce que Ruby on Rails est pour Ruby. Donc ça permet de faire des applications web, de faire des API très simplement. Là, l'exemple, c'est la création d'une simple application, message app. En 2 lignes de code, on génère une API avec un CRUD sur un modèle message. Donc à droite, on voit le test, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut faire un curl xpost sur notre message, créer un message. Et de l'autre côté, je récupère la liste des messages en get. Et voilà. Super, donc je crée des messages et je les récupère. Donc là, aujourd'hui, cette application, elle prend naissance sur un poste développeur, et les messages sont sauvés en RAM. Il n'y a rien de particulier. Donc on va voir comment on va faire évoluer cette application, quand on peut illustrer sur les différents principes qu'on va voir par la suite. Donc la première chose, c'est code base. Donc notre base de code, ce que dit ce principe-là, c'est qu'une application, ça doit être lié à un repository. C'est-à-dire, si on a plusieurs repositories pour notre application, on est dans le cadre d'un système distribué, et ce n'est pas une application. Donc une application a un repository, et ce repository-là, il peut y avoir plusieurs branches, des branches sur le staging, des branches de production. Donc la première chose qu'on va faire là-dessus, c'est, si on ne l'a pas déjà fait lorsqu'on a créé l'application, on peut par exemple créer un compte sur GitHub. Donc Git, c'est un des plus utilisés, donc c'est pour ça que je pars sur cet exemple-là. On crée dans notre compte GitHub, on va créer notre application message app, et directement l'interface GitHub va nous donner les différentes lignes de commande à exécuter sur le poste client pour faire en sorte de créer un repo en local et de le lier avec un repository Git sur GitHub. Les dépendances. La gestion des dépendances, donc ça c'est un truc important aussi. On nous dit qu'elles doivent être déclarées et isolées. Donc déclarer, pour être sûr d'utiliser les bonnes choses comme notre application, il ne faut pas en fait qu'elle se repose sur des suppositions de toute façon ça sera déjà installé sur l'environnement. Il faut vraiment qu'elle sache exactement ce sur quoi elle va travailler, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme librairie.
Il faut qu'elle soit isolée aussi. Il faut aussi qu'elle soit isolée parce qu'on ne veut pas dépendre d'un système externe. Il pourrait y avoir des chevauchements de versions, etc. Donc, dans le cadre d'un projet Node.js, on a un gestionnaire de package NPM qui va permettre de déclarer l'ensemble de ces dépendances-là. Donc, on voit l'exemple de package.json, en fait, qui est le fichier dans lequel on définit toutes ces dépendances. Une fois qu'elles sont déclarées, on va lancer l'application et utiliser, en fait, compiler toutes ces dépendances dans un répertoire Node Module. Et Node Module, donc c'est l'ensemble des librairies compilées sur laquelle l'application va utiliser. Donc dans notre cas-là, on avait une application qui sauvait simplement en RAM. On voudra par la suite utiliser MongoDB, par exemple, pour persister les messages. Donc là, on va installer un driver MongoDB, salesmongo. Donc avec la commande npm install salesmongo --save, ça va l'ajouter directement dans le package.json et ajouter la compilation dans notre module. La configuration. Ce qui est important à la configuration, c'est bien voir qu'il faut isoler la configuration du code. Donc on va nous dire que cette configuration-là, il faut qu'elle soit définie dans des variables d'environnement, de façon à vraiment isoler notre code et l'environnement d'exécution. Dans l'application Sales qu'on a créée, il y a pas mal de fichiers de configuration qui sont créés pour nous, et notamment un fichier config connexion dans lequel on va lui dire maintenant tu ne persistes pas sur le disque, mais tu vas persister dans une DB, dans la DB MongoDB. Donc je vais lui donner le nom de l'adapteur du driver que j'utilise, et je vais lui donner une variable d'environnement, Mongo URL, qui sera fournie en fait lors de la release, par l'environnement d'exécution. Le quatrième point, c'est les services externes. Donc c'est l'ensemble des services qui sont utilisés par l'application, services réseau utilisés par l'application. Donc ça peut être une database, un moteur de queuing, des logs, des API, Twitter, etc. Tout ce dont l'application a besoin. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas faire de distinction entre les services externes et les services locaux, entre les services tiers et les services locaux à l'application. Il faut voir ça vraiment comme des ressources, donc des ressources qu'on doit pouvoir interchanger. Si par exemple j'utilise une DB Mongo que je vais opérer en local et que je veux passer sur la dernière version de ce qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, de host par MongoDB, Mongo as a service, je dois pouvoir le faire facilement. Donc via ce qu'on a vu avant, des variables d'environnement par exemple. Mais voilà, il faut vraiment voir que ces ressources, il faut pouvoir les modifier, il faut pouvoir les changer si on en a besoin. Donc c'est vraiment important de pouvoir assurer le découplage de l'application et des ressources qu'elle utilise. Le cinquième point, build, release, run, c'est vraiment voir que ces différentes étapes, comprendre en fait le fonctionnement de ces différentes étapes et pour ne pas les mélanger. C'est-à-dire que on va partir d'un code de nos sources. On va avoir l'étape de build qui va permettre donc de compiler nos sources, d'ajouter les dépendances, les librairies dépendantes par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a ce build-là, on va rajouter de la configuration pour créer la release de notre application. Et c'est cette release-là qu'on va faire, la troisième étape, runner sur l'environnement d'exécution. Donc pour l'aspect build, il y a une technologie vraiment qui est intéressante pour ça, et je suis le troisième à en parler ce soir, mais c'est Docker, pour pouvoir vraiment créer une image de notre application, donc avec l'ensemble des librairies, des exécutables qui sont nécessaires pour que l'application tourne. Donc on va créer une image, et cette image, elle pourrait être déployable sur n'importe quel environnement qui a un démon Docker. Les instructions pour créer cette image, c'est dans un Dockerfile. Donc là, typiquement, chose relativement simple dans le monde Node. Pour créer cette image, on va lui dire de récupérer le package.json qu'on avait défini avant et de builder l'ensemble des dépendances qui sont dans ce répertoire, dans ce fichier. Donc avec une commande docker build, voilà, moi tes messages où on lui donne en même temps un tag. Pour la release, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit que la release, c'était vraiment le build auquel je vais ajouter la configuration. Il y a un outil dans Docker aussi qui est très utilisé, que je trouve vraiment très sympa aussi, c'est la partie Docker Compose, dans laquelle on va pouvoir lister les différents services de notre application. Et on va voir que ce fichier-là peut être très utile par la suite. Et notamment là, on va lui dire, donc Docker Compose, on a un service un Docker Compose de base sur la droite où on définit un seul service, notre application, avec l'image qu'on a créée juste avant.
Et on voit que dans ce fichier-là, on définit également une URL, Mongo URL. Donc c'est la variable d'environnement qu'on donne à notre application. Et lorsqu'elle sera déployée, elle sera déployée sur l'ADB qui est utilisée ici. Donc ce qui est intéressant là, c'est vraiment de voir que cette release, c'est notre build avec en même temps la configuration ajoutée. Donc ça, on verra par la suite, ça a été déjà, on a pas mal parlé de microservices avant, mais ça nous ouvre aussi la possibilité de partir sur une architecture de microservices. On va voir ça un peu par la suite. Donc le 6e point, le 5 était assez long, c'est la partie processus. Une application elle est constituée de plusieurs processus, et ces processus, il faut qu'ils soient stateless, il ne faut rien qui partagent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une requête qui va arriver dans le futur s'attende à pouvoir utiliser des choses qui auront été créées par une requête qui est arrivée avant. Il ne faut pas qu'il y ait de stockage en local, mais il faut que si on a besoin de faire du stockage, il faut que ce soit dans une ressource stateful comme une base de données. Donc, les sticky sessions, c'est une violation des 12 factors. On va préférer avoir un key value store. Souvent, dans mon node, on utilise souvent Redis là-dessus pour pouvoir stocker les sessions et faire en sorte qu'on puisse partager des sessions et qu'une requête qui arrive sur une instance de l'application puisse être aussi traitée sur une autre de façon à vraiment partager toutes ces sessions. Donc, lorsqu'on a créé notre application Cell, il y a également eu un fichier de configuration, session.js, dans lequel on va lui dire, pour les sessions, tu ne les stockes pas en RAM, mais tu vas les stocker sur Redis. Donc on va lui donner en même temps un host sur un host Redis. Donc là, on a fait la moitié. C'est bien, si c'était 6 factors, ça serait fini. Mais il nous en reste encore l'autre moitié. J'espère que je ne perds pas trop de monde. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'est bon? Ouais, super. Alors, le 7e point, c'est l'association de ports. Donc, il faut qu'une application expose ses services via des ports. Il ne faut pas que, comme pourrait le faire Apache, on va réveiller un thread qui va faire son traitement. Il faut vraiment que l'application, elle embarque les librairies qui sont spécialisées, comme du serveur HTTP, serveur n'importe quoi, qui nous permet vraiment de faire en sorte qu'on a un port qui est exposé, on target ce port-là et l'application nous rend service. Donc il faut que l'application soit autonome. Ensuite, c'est les requêtes qui seront routées depuis l'environnement d'exécution. On a un exemple là où on va lui dire le port 8000 sur l'environnement d'exécution sera mappé sur le port 80 de notre application. Bon, c'est un exemple, ça sera généralement traité plus haut au niveau load balancer au-dessus. Pour la concurrence, on va dire que notre application est constituée de plusieurs processus. Donc processus web, serveur HTTP, processus worker, sur des choses qui pourraient être plus longs, sur des traitements qui seraient plus conséquents, plus longs, et processus cron aussi. Et en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est comprendre comment notre application fonctionne, quels sont les différents processus, on va dire une cartographie des processus utilisés par l'application, pour faire en sorte que les différents processus soient scalables, pour assurer la scalabilité de l'application entière. Aspect jetable, donc là on est sur l'aspect pet versus cattle où voilà, il faut faire attention. Avant on était sur attention, il faut vraiment faire attention que ça ne tombe pas, que tout soit stable. On chérissait vraiment au serveur mais application aussi. Là aujourd'hui on sait que l'application à un moment donné elle va tomber. Peut-être pas à cause du code qui est dedans, mais peut-être à cause des machines sur lesquelles elle tourne. Ou voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent engendrer ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est surtout s'assurer que si elle tombe, elle le fait dans des bonnes conditions, ou en tout cas qu'elle redémarre de façon clean, rapidement. Si on doit l'arrêter pour une raison X ou Y, qu'elle continue qu'elle finisse le job qu'elle est en train de faire. Et si par contre, pour des raisons X ou Y, elle tombe vraiment, elle crash, il faudrait qu'elle soit robuste au crash, c'est-à-dire faire en sorte, si on prend l'exemple d'un processus worker, que si le processus plante au milieu de son traitement, il faudrait qu'il puisse, lorsqu'on a une nouvelle instance qui va être recréée par la suite, il faudrait qu'il puisse être capable de repartir sur l'événement qui a causé ce problème-là. Donc, on a parlé de Docker Compose tout à l'heure, et c'est là qu'on voit qu'on peut utiliser pas mal de choses, et on peut rajouter en fait des outils dans ce Docker Compose-là. Donc dans cet exemple de process worker, ce qui peut être intéressant, c'est de modifier un peu ce process-là et de le voir comme un consommateur sur une file d'événements.
Donc, on peut penser par exemple à Kafka en moteur de queuing ou RabbitMQ, mais Kafka c'est un bon candidat pour ça. C'est la possibilité de dire que tous les événements passent par Kafka et ensuite notre worker va manger ces événements et les traiter. Donc si le worker crash au milieu d'un traitement, il sera possible par la suite de lui dire, de lui redonner un index des événements à partir desquels il faudra qu'il reprenne ces traitements. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre très facilement en place dans un Docker Compose. Bon, là, c'est dans un environnement de dev, on n'a pas le HA ou choses comme ça, mais voilà, c'est simplement pour montrer que dans un Docker Compose, on peut rajouter des choses qui étaient plutôt inaccessibles avant, en tout cas sur un poste développeur. On va voir ça en détail par la suite. On arrive justement sur cette parité dev-prod. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un alignement des environnements, mais un alignement au niveau du code, de la version de code, et au niveau des outils également. Et Docker est très bon pour minimiser ce gap-là, notamment parce qu'on vient de voir sur Docker Compose, c'est qu'on peut lui rajouter des outils. Donc ces outils, on a vu Kafka avec son Zookeeper, mais on peut rajouter d'autres outils du style, aujourd'hui un développeur par exemple pourrait utiliser SQLite sur son poste de développement en se disant, je sais qu'en production on utilise Postgre, mais c'est trop embêtant à installer, à configurer, je vais prendre SQLite et tant pis. Mais ça, même si les deux parlent SQL, par la suite il peut y avoir des problèmes qui n'auraient peut-être pas forcément été imaginés au départ. Donc ce que permet Docker Compose et Docker Hub avec un ensemble de services qui sont disponibles, c'est de se dire que la stack qui va tourner en production pourrait être exactement celle que le développeur va faire tourner sur sa plateforme, avec les mêmes choses, et sans qu'il ait à installer toutes les Postgre dans l'exemple, ou toutes les dépendances. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont construites pour nous, et c'est plus un travail d'intégration de pouvoir utiliser toutes ces images-là. Et vraiment, le fait d'avoir un Docker Compose pour la production, qui peut être utilisé partout, c'est vraiment un gain. Il faut vraiment utiliser ces outils-là. Et ça, c'est orienté aussi, ça déploiement continu, où on veut que l'alignement du code soit... on veut l'alignement aussi du code entre les différents environnements. Les logs, ça c'est un sujet intéressant aussi, parce qu'on a un flux, il faut voir le log comme un flux d'événements temporels, où aujourd'hui, les applications, elles ne doivent pas gérer elles-mêmes leurs fichiers de log. Dire s'il y a un problème sur l'application et que je dois aller investiguer les logs sur un serveur sur lequel je n'ai pas les droits, c'est problématique. Ce qu'on va préconiser plutôt, c'est une gestion centralisée des logs pour faciliter leur exploitation. Un exemple, la copie d'écran à gauche, c'est Log Entries. J'ai testé plusieurs services de log, là c'est celui qu'on est en train de tester en ce moment. Et c'est un log qui nous permet un service SaaS qui nous permet de récupérer tous nos logs, d'envoyer tous nos logs et après de les exploiter, en faisant des queries sur des regex ou quoi que ce soit. Donc c'est des services assez puissants. Ce service-là, l'avantage qu'il a, en tout cas, l'avantage de cette approche, parce qu'il y a beaucoup de services équivalents, c'est de pouvoir très facilement l'intégrer à notre stack applicative, dans le Docker Compose toujours. On peut l'intégrer de la façon qui est indiquée à droite, avec simplement déclarant un nouveau service qui sera basé sur une image log entries. Et cette image-là, en fait, lorsqu'elle va démarrer, va écouter la socket du Docker daemon et faire en sorte que tous les événements de log soient envoyés automatiquement sur le service log entries. Donc ce que ça veut dire simplement, c'est je crée mon compte sur Log Entries, j'ai un identifiant que je vais donner dans la commande à mon container. Et là, j'aurai directement, c'est vraiment l'histoire de quelques minutes, j'aurai directement les logs sur ma plateforme. Processus d'administration, c'est le dernier. Il faut voir ça comme un processus qu'on va exécuter à un instant T, sur une petite maintenance qu'il faut faire, ça arrive souvent. Et il faut vraiment s'assurer que ce soit exécuté sur la même release que notre application. Il ne faut pas qu'on se logue sur un serveur en se disant je vais juste faire une petite modification, parce qu'on n'aura pas forcément le même environnement, parce qu'il peut se passer il y a pas mal de différences entre... il peut y avoir énormément de différences en fait simplement dans l'environnement. Donc l'idée qu'on peut avoir, je ne suis pas allé encore jusqu'au bout de ce truc-là, mais on pourrait imaginer un container qui va rester dans un mode sleep, ou qui va en tout cas ne pas consommer CPU RAM, mais qui sera simplement là pour permettre un rebond sur d'autres services. S'il a été bien défini, bien dans les bons réseaux, il pourra avoir accès à tous les containers de notre stack pour permettre de gérer nos processus
d'administration. Donc en résumé, je trouve que voilà, c'est une méthodologie à étudier. Je pense qu'il y a beaucoup de bons points. Il y a des points qui sont peut-être un peu plus compliqués à mettre en place, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder dans le coin de la tête et voir ça comme une checklist qu'on va dérouler lorsqu'on va créer notre application. Et ce qu'on pourrait simplement se demander, c'est que là, on parle d'applications qui ont plusieurs types de processus. On a vu web, worker, etc. Mais c'est peut-être plus axé au début dans une approche monolithique, justement. Et sur une approche microservice, comme pourrait le proposer, le permettre très facilement Docker Compose, quelles sont les adaptations qu'il faudrait faire? Parce qu'on a dit au début qu'une application, c'est un code base. Sur un microservice, notre application, ça serait finalement nos applications, ça serait l'ensemble de nos services. Donc, on peut se demander, voilà, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça pour partir sur du microservice? Dire que les 12 factors, c'est un peu plus vieux que ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de montée en puissance du phénomène microservice. Donc voilà, après l'approche Docker Compose, moi je trouve que c'est vraiment super sympa pour faire ça, et ça permet un découpage de l'application, et voilà, et surtout de l'enrichir avec des outils, parce qu'il y a énormément d'outils qui sont dispo, ne serait-ce sur le Docker Hub, et voilà, et ça permet vraiment une bonne portabilité. Donc moi j'aime bien, franchement c'est vraiment un truc très sympa, et voilà, puis voilà, c'est fini.